Les meubles neufs, pas tout à fait. C'est exactement le même poste de travail, tout en pièces démontées. Donc, c'est quelque chose qui aurait été semi-recyclé, mais sinon envoyé dans un site d'enfouissement. Donc, on prend ce mobilier-là, on le transforme complètement pour arriver à des postes de travail comme ça ici. Un reportage récent de Zone Économie qui présentait un projet dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on a avec nous Karine Brisson. Bonjour, Karine. Oui, bonjour. Elle est conseillère en exploitation et pérennité des immeubles chez Hydro-Québec. Hydro-Québec qui a amorcé un virage important il y a 3 ans pour reconditionner son mobilier de bureau dans des projets de rénovation assez importants. On va en reparler dans quelques instants. On a avec nous aussi Maurice Cloutier, bonjour. Bonjour. Qui est professeur à l'école de design de l'UQAM. Et c'est il y a 2 semaines que l'UQAM annonçait que plusieurs centaines de chaises de classe en fin de vie seraient revalorisées au lieu d'être envoyées à l'enfouissement. Donc, ce que ces projets ont en commun, c'est des projets de circularité, c'est-à-dire faire du neuf avec du vieux, mais ils ont en commun aussi de le faire à bon volume. Là. C'est pas un vieux jeans qu'on transforme pour en faire un sac à main. Là. C'est du volume, puis c'est un bon potentiel aussi d'être reproduit ailleurs, par d'autres entreprises, par d'autres organisations. C'est ce qui a fait qu'on avait vraiment envie de s'y intéresser. Alors, c'est des projets qu'on pourrait dire en boucle fermée, c'est-à-dire que c'est vous qui aviez le contrôle du stock à restaurer, en quelque sorte. Ça présente des avantages, ça, j'imagine, Maurice Cloutier? Les bénéfices sont nombreux, selon moi, mais je vais essayer de faire une nuance rapide entre de la réfection, de la restauration, du reconditionnement, du réusinage. Le design amène une couche ici de valeur ajoutée. Mm-hmm. Et moi, j'utilise le terme comme approche, comme démarche d'actualisation. Actualisation, grâce au design. Puis on va le voir avec Karine Brisson. Hydro-Québec aussi a accordé de l'importance à l'actualisation. Donc, on réactualise, mais je le disais, en boucle fermée. Alors, qu'est-ce que c'est les avantages de la boucle fermée? Entre autres, on s'évite de soumettre des projets au marché, au commerce, qui est très difficile d'accès pour des produits de ce type. Donc, le gisement d'origine et le destinataire étant les mêmes, dans le cas de l'approche d'actualisation que nous développons, c'est aussi dans un même usage. On n'essaie pas de détourner la fonction du gisement des pièces d'origine. Alors, cette question d'être en boucle fermée, ça assure un destinataire, un marché fermé. Je comprends. Dans le cas de l'UQAM, dans ce cas-ci, on a 600 chaises déjà assurées de remettre en le usage. Débouché est trouvé déjà. Voilà. Bon, Karine Brisson, la boucle fermée chez vous, est-ce que ça a des avantages aussi? Je dirais pas mal les mêmes avantages qu'à l'UQAM. Nous, on réutilise nos propres mobiliers réusinés dans nos propres installations. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de bâtiments, donc c'est plus facile pour nous de retrouver des projets pour réintégrer ces mobiliers-là. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait voulu les faire réintégrer à l'externe d'Hydro-Québec. Oui. Alors, comment vous, Karine, chez Hydro-Québec, êtes-vous allée chercher l'expertise en design pour actualiser, justement? Bien, nous, on a 2 projets. On a un projet sur lequel on réusine des fauteuils de travail. D'autres, c'est des postes de travail. Fait que dans les 2 cas, on est allé faire un appel d'intérêt au marché pour voir solliciter des fournisseurs qui avaient un intérêt à faire du reconditionnement de mobilier. Dans le cas des chaises, on avait déjà un contrat en cours avec Bouti, une entreprise québécoise qui était déjà notre fournisseur de chaises neuves. Donc, eux, ils ont levé la main pour dire, bien, nous, on était intéressés à reconditionner nos propres chaises. Est-ce qu'ils faisaient déjà ça, la compagnie Bouti, dans leur pratique, reconditionner leur mobilier à eux? Non, ils ne faisaient pas ça. C'était la première fois pour eux de réusiner leurs propres fauteuils. Ils ont été vraiment très ouverts et très aidants dans le processus parce qu'ils connaissent très bien leurs produits, ils connaissent très bien leur processus de fabrication. Ça a été vraiment aidant d'avoir le fournisseur du mobilier neuf qui réusine son propre mobilier. Oui, en effet. Alors donc, premier volet, les chaises, l'autre volet, le mobilier de bureau, et c'est là qu'il y a eu plus à faire une démarche d'actualisation. Oui, exactement, parce qu'on avait des postes de travail de type cubicule, donc qui étaient moins adaptés à nos nouveaux modes de travail, qui est plus du travail flex, en milieu ouvert. Donc, dans ce cas-là, on avait vraiment à refaire un nouveau design de ces mobiliers-là. Donc, on était allé en appel d'offres, on a trouvé un entrepreneur qui était spécialisé dans le réusinage de mobilier de bureau. Puis, on avait travaillé un petit peu avec Novem, l'école du meuble, qui nous avait fait une première étude de prototype là, pour évaluer la faisabilité du réusinage. Donc, on s'est inspiré avec Réseau B, qui est notre nouveau fournisseur, sur ces modèles-là qu'on avait développés avec Novem. Puis, on a développé différents prototypes de mobilier de bureau, soit pour des postes métiers, soit pour des postes administratifs. Puis, on a réussi à avoir vraiment des beaux prototypes intéressants
pour lesquels on a fait une espèce d'évaluation d'équipe avec des votes sur les différents prototypes qu'il y avait. Et vraiment très difficile choix, très esthétique, très fonctionnel. Il n'est vraiment pas évident là, que c'était des mobiliers usagés. C'est ça, hein? On peut plus. J'ai vu les photos, c'est remarquable. On peut absolument pas deviner. Tout comme les chaises de l'UQAM, elles sont magnifiques. Alors, Maurice, comment vous avez réactualisé ces chaises-là à l'UQAM? En fait, pour le bénéfice des auditeurs, le terme actualisation, pour moi, on parle d'actualisation culturelle. On parle de transformation des matières, transformation des formes, actualisation des usages aussi. Les environnements de travail évoluent. Alors, du mobilier qui a été fabriqué pour un environnement pédagogique ou un environnement de travail des années 70, 80, 90 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Les lampes de bureau des années 80, c'était des abat-jours en papier qui faisaient à peu près 40 cm de diamètre. On n'avait pas d'écran d'ordinateur On à l'époque. avait des dactylos, des tables de travail immenses. Aujourd'hui, vous travaillez sur une surface avec une profondeur de à peine 40 cm et c'est suffisant, vous pouvez travailler. On garde par ailleurs le même usage. Alors, dans le cas des chaises, on garde la structure. Nous, on n'essaie pas, avec cette structure de la tubulure en acier de la chaise, on n'essaie pas de cacher l'usure. Elle est très solide, elle est très durable. On laisse même ces traces d'usure. On a volontairement... Vous n'avez pas repeint la structure d'acier? Volontairement. D'accord. Pour tout le processus que ça représente en termes d'impact environnemental, d'envoyer chez un émailleur, de préparer les surfaces, etc. C'est vrai, hein? On a choisi le contreplaqué moulé pour les assises et les dossiers de remplacement parce que ces chaises, ils en brisent 200 par année à peu près à l'UQAM. Sur un lot de 10 000, on peut être sur des cycles de plusieurs années, hein. Et le contreplaqué est apparu approprié. On a trouvé une entreprise manufacturière intéressée, 2 finalement qui se sont intéressés. Ça a permis de développer aussi un savoir-faire au sein de l'entreprise. Et avec évidemment du bois local, on l'espère? Mais pas toujours. Non? Ça aussi, on est soumis à des marchés. Hein? Ouais. Y a des approvisionnements exclusifs au Québec, il y a des gros joueurs. On est toujours, hein, on le sait, on voit là, ce que ça veut dire des marchés entre comment se positionne le Canada versus les États-Unis. Il y a des enjeux politiques, économiques. Ça peut, pas toujours, du bois local. Maintenant, c'est des entreprises locales. Oui, qui vont faire la manufacture. Tout à fait. Oui. En fait, on a prototypé la mise en œuvre de tout ça. Si l'objet en soi, c'est un prototype et on s'en va vers une commercialisation, une plus grande production, le projet, sa particularité, c'est qu'on a prototypé la gouvernance, l'opérationnalisation de ça. Comment y arriver? Alors, justement, l'opérationnalisation, grand mot. Karine Brisson, c'est pas toujours évident. Quand on connaît là, la logique des marchés en ce moment, qui sont très linéaires, on extrait de la ressource, on s'en sert, on jette à l'autre bout. Il y a toutes sortes d'étapes dans nos structures de fonctionnement qui sont soumises aussi à des politiques d'acquisition dans les grandes entreprises, des offres, il y a la question des marchés publics aussi. Jusqu'à quel point vous avez dû contourner, déjouer, repenser justement des modèles d'acquisition ou des fonctionnements dans votre entreprise? Oui, ça faisait partie des défis qu'on a rencontrés. On a eu, d'abord, le premier, c'est de défaire le réflexe de remplacement 1 pour 1. Nos équipes ont souvent le réflexe, justement, dans des cas de rénovation, de disposer de l'ensemble de nos mobiliers puis de repartir à neuf. C'est aussi le modèle d'affaires des fournisseurs de mobilier. C'est beaucoup une désuétude esthétique. C'est très peu une désuétude fonctionnelle, un petit peu, mais pas tant. Puis il y avait beaucoup un enjeu aussi on veut un effet wow avec notre mobilier de bureau. Puis en prenant des potes usagés ou des fauteuils usagés, les gens avaient comme... Un préjugé? Comme préjugé que ça allait pas avoir le même effet wow. Donc on a vraiment eu à travailler ce modèle-là à l'interne, là, ces préjugés-là. On a eu à travailler aussi beaucoup avec les équipes d'approvisionnement chez nous. Parce que c'est sûr que faire de la circularité comme ça, qui est réusinée ou reconditionnée ou remettre en état nos mobiliers, c'est pas quelque chose qui se fait. Fait que c'est pas évident pour eux là, de savoir dans quelle catégorie d'approvisionnement on va être, comment on va facturer. Ça rentre pas dans les cases du formulaire. Ça rentre pas du tout dans les cases de formulaire. Mais on a eu des équipes d'approvisionnement vraiment, vraiment aidantes qui voulaient vraiment que ça fonctionne. Ensuite, on arrive avec la facturation, qui paye quoi, qui paye le démantèlement de ce mobilier-là, qui paye le rachat du mobilier une fois qu'il est réusiné.
Ça aussi, c'est pas dans notre logique normale C'est d'approvisionnement. vrai, hein? C'est vrai. Puis on avait aussi tout le volet, on va peut-être en reparler avec les gens de l'UQAM, sûrement qui ont eu le même volet, mais tout l'entreposage, le démontage de ces équipements-là, de cette mine de ressources-là, qu'il faut mettre quelque part en attendant de les utiliser. Oui, alors ça, Maurice Cloutier, c'est un problème pour n'importe quoi qu'on veut faire de manière circulaire, en boucle fermée. Qu'est-ce qu'on fait du flux de matériaux? Alors, qu'est-ce que ça a été pour vous comme solution? Est-ce que ça a failli faire dérailler le projet? Ou... On compétitionne, quand on fait ça, des produits qui sont vendus commercialement par catalogue. Et donc, c'est des acheteurs qui, sur un écran, choisissent un produit par catalogue, font clic, en commandent un certain nombre et on les reçoit. Nous, ce qu'on sait, c'est que c'est pas un acheteur que ça prend, c'est un chargé de projet. Ah oui. Qui coordonne une conciergerie qui, lui, doit accumuler et qui vit avec les espaces restreints qu'il possède pour accumuler. Ensuite, il y a les approvisionnements, que c'est pratique d'achat, vous le disiez. Je suis ravi d'entendre Mme Brisson de Hydro-Québec parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans les écueils. Oui. Ça va jusqu'à la fin d'un projet où on applique des garanties et on applique des garanties pour des produits qui sont livrés en partie avec des composantes usagées. Ça, c'est un autre casse-tête. C'est un autre casse-tête. Comment la garantie s'applique? Je fais le lien avec ce que disait Mme Brisson. Elle a dit qu'elle a eu des équipes aidantes. Moi, j'ai remarqué une chose. Il y a une génération qui occupe des fonctions maintenant de direction dans les services d'approvisionnement, de conciergerie ici et là, plus jeunes que moi, et qui sont très attentifs et très entreprenants face à des enjeux comme celui-là. Voilà, plus sensibilisés à la cause environnementale aussi. Et qui cherchent des solutions pour contourner les écueils. Donc, moi, j'irais jusqu'à dire que ça peut rendre leur job pas mal plus intéressante et créative aussi, là, ces gens-là. Vous mettez le doigt dessus. Au lieu de cocher des cases dans un catalogue puis de faire venir des choses qui arrivent par magie, qu'il y ait un projet qui soit lié à ça. Est-ce que ça a été justement vu avec enthousiasme chez vous, Karine Brisson? Oui, c'était vraiment un levier là, parce que les gens chez nous qui ont travaillé sur ces deux projets-là ont vraiment eu des impacts positifs sur le projet, puis eux-mêmes étaient super motivés de faire avancer ce type de projet-là puis de faire autrement. Mais effectivement, je pense que dans une équipe de travail comme ça, surtout quand on est en développement d'un projet pilote, ça nous prend des gens qui sont bons dans l'innovation, qui ont une grande ouverture puis une capacité d'adaptation, sinon on ne peut pas avancer. Il y a trop d'écueils en cours de route, puis il y a trop de changements de direction pendant un projet comme ça. Ouais. Dernier point, mais non le moindre. Est-ce que ça finit par coûter plus cher ou une fois qu'un projet est bien rodé, le coût est compétitif avec le fait d'acheter du neuf? Je sais que ça a l'air paradoxal. On parle de produits qui ne sont pas neufs. Mais on le sait, avec toutes les couches qui s'ajoutent, ça peut finir par coûter très cher. Qu'est-ce qu'il y en est là au bout de la ligne, Maurice Cloutier? À l'UQAM, on a fait... C'était un enjeu de la démonstration. On voulait faire une démonstration économique qu'on pouvait compétitionner des produits neufs par catalogue. Alors, on se retrouve à peu près à mi-chemin entre les chaises les moins chères que notre institution peut acheter et entre les plus chères qu'elle peut acheter selon ses besoins. Milieu de gamme. On se retrouve avec un surcoût par rapport à les chaises, les produits les moins chers, mais ce surcoût-là a été évalué par les gestionnaires des approvisionnements, des services immobiliers, comme étant négligeable. D'accord, parce qu'il y a là une question de durabilité aussi. Il y a les bénéfices à long terme. Et puis, je vais même proposer qu'à long terme, on pourrait penser à une actualisation. S'il y a des chaises qui ont vécu 40 ans, que la nouvelle version qu'on propose vit 40 ans, on pourrait penser que dans 40 ans, il y a d'autres designers qui actualiseront ces chaises pour une autre génération. Et chez vous, Karine Brisson, le bilan économique de l'opération? Oui, même chose. Nous, on a été chanceux. Avec les fauteuils, on a des économies de 20 à 30 % avec les mêmes fauteuils équivalents parce que nous, on avait une seule gamme de fauteuils. Puis au niveau des postes de travail, on est en train de les évaluer présentement en fonction des prototypes qu'on a choisis, mais c'est 5 à 30 % d'économie par rapport à des postes équivalents. Puis c'est surtout au niveau des matériaux. On réutilise 90 % des matériaux de nos fauteuils qu'on réusine, puis 40 % à 60 % des postes de travail. Fait que c'est vraiment au niveau des matériaux puis des économies de ressources naturelles qu'on va consommer si on avait acheté des nouveaux matériaux, qu'il y a vraiment un gros gain, là. Le gain environnemental, il est indéniable dans vos deux projets et c'est ce qu'on veut célébrer en parlant d'économie circulaire aujourd'hui avec ces projets-là. Et c'est le fait que des grandes institutions, effectivement, fassent ces projets pilotes. C'est vraiment remarquable. On vous en remercie tous les deux. Karine Brisson, qui est conseillère exploitation et pérennité des immeubles chez Hydro-Québec. Maurice Cloutier, professeur à l'école de design de l'UQAM. Puis on reprendra des nouvelles, dans un an ou deux pour voir comment tout ça évolue. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.